France Maghreb 2. Le Grand Forum, l'émission qui vous ressemble, mais l'émission qui vous rassemble. Votre talk de fin d'après-midi, tous les jours, 16h, 18h. Ravi de vous retrouver en ce mercredi. Nous sommes aujourd'hui le 31 janvier. Et comme chaque mercredi, j'ai envie de dire, eh bien, c'est notre ami Nadir Kaya. Comment il va, Nadir? Salut Christophe, salut les auditeurs. Oui, ça va très bien, même s'il pleut un petit peu. Et que il pleut un petit peu, le beaucoup. froid est revenu légèrement. Ouais, c'est clair. Ouais. Et pareil que voilà, c'est rien, ça revient le froid là. Enfin, l'hiver arrive, j'ai envie de dire. Bon, on va parler de quoi avec toi dans ton avis tranché, mon cher Nadir, tout à l'heure? Bah, c'est un petit texte ou une petite chanson que j'avais fait il y a quelques temps et que j'ai ressorti du tiroir, qui s'appelle. Tu chantes, Nadir? Non, pas encore. Non, j'écris quelques petits trucs de temps en temps quand j'ai un peu de temps. Et donc il s'appelait Révolutionnez-vous. Révolutionnez-vous. Toujours dans la prise de conscience des individus par rapport à cette société parfois injuste. Ouais. Donc voilà, c'était mon avis tranché. Ce sera mon avis tranché pour aujourd'hui. Et le coup de cœur, on va parler de ton association une nouvelle fois, Banlieue Plus. Ouais, Banlieue Plus, parce qu'on est convié comme depuis maintenant 3-4 ans au Salon du Livre Maghreb Orient à l'Hôtel de Ville. Donc on aura un stand là-bas avec les deux livres qu'on a sortis. Le premier, celui d'Asma, la première gagnante de l'atelier des écritures. Ouais. Et le deuxième, c'est celui qui regroupe l'ensemble des bénévoles qui ont participé à l'atelier de l'année dernière. Donc ils ont sorti un livre avec un petit peu leur parcours et leur ressenti de cet atelier d'écriture. Donc voilà. Bon, alors parfait. Bah écoutez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et vous remercier d'abord d'avoir été extrêmement nombreux hier à l'écoute de l'émission spéciale Chibani. Beaucoup de retours, beaucoup d'émotions visiblement qu'on a réussi à transmettre au travers de témoignages de Chibani qui était avec nous hier. Et cette bonne nouvelle qui est tombée en début d'après-midi, c'est la SNCF qui a de nouveau été condamnée pour discrimination envers ces Chibani. La SNCF qui a pour l'heure un mois pour faire appel et se pourvoir en cassation, sachant que c'est le dernier recours qu'ils ont en leur possession. Donc on peut évidemment se féliciter de cette condamnation qui est intervenue donc en début d'après-midi. Et puis permettez-moi de dédier aussi cette émission à Aeta Mimi qui a aujourd'hui 17 ans. Et vous le savez où elle se trouve, dans les prisons israéliennes, pour avoir eu le tort de baffer un militaire israélien. Donc bon anniversaire à elle et bravo à elle pour son courage. Et on en reparlera aussi peut-être d'ailleurs tout à l'heure si on a d'autres éléments. On a appris aussi la garde à vue de Tariq Ramadan dans le cadre de son affaire de viol, donc présumé aujourd'hui. Il a été placé en garde à vue ce matin à Paris. On y revient après avoir d'ailleurs été personne non grata au Qatar, c'est ce qu'on avait appris aussi hier. Bon, soyez les bienvenus, le LGF, c'est parti, vous voulez le programme? Eh bien le voici. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, on pensait la République en marche, à l'abri des dissensions internes et pourtant depuis quelques semaines, une voix commence à s'élever au milieu du concert de louanges envers le gouvernement. Elle s'appelle Sonia Krimi, c'est une jeune députée de la République en marche, 35 ans, qui a décidé de dire ce qu'elle pense et en particulier, elle dit non à Gérard Collomb. Pourquoi? Vous le saurez dans un instant. Comment se servir de la religion à des fins politiques? La preuve avec cette nouvelle affaire en date concernant une éventuelle abolition de la dot en Tunisie. Retour sur cette bataille entre l'Égypte et la Tunisie dans un instant. Sujet société tout à l'heure, après l'explosion des divorces enregistrés, nous nous interrogerons sur les familles recomposées. Est-il facile pour une femme divorcée avec des enfants de se remarier? Comment cohabiter avec les enfants de son conjoint? Vos témoignages sont les bienvenus aux alentours de 17h30 au 01 40 33 9000. La question du jour, en fauteuil roulant depuis l'explosion aux abords du Stade de France, Bilal a livré un témoignage fort et touchant lors du procès de Jawad Ben Daoud. Il m'a convaincu qu'il n'était pas au courant, déclare cette victime. Il s'agit surtout d'un imbécile, a-t-il encore ajouté. Était-il au courant qu'il avait affaire à des terroristes selon vous? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui et à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et pour terminer tout à l'heure, comme d'habitude, la bonne dose de liberté à travers Liberta. LGF, le Grand Forum avec vous mes amis, mesdames, messieurs, bienvenue à vous dans votre émission, votre talk de fin d'après-midi. Oui, c'est ici sur France Maghreb 2 que nous vous donnons rendez-vous chaque jour pour une bonne dose de liberté. Vous pouvez vous exprimer bien sûr en direct sur France Maghreb 2 01 40 33 9000 pour nous appeler, intervenir à n'importe quel moment dans cette émission sur France Maghreb 2 01 40 33 9000 par rapport notamment à la question du jour que l'on vous pose, notamment pour parler ce procès, la suite du procès de Jawad Ben Daoud au tribunal correctionnel de Paris.
Pas du one-man show du prévenu hier. Depuis presque une semaine, l'homme soupçonné d'avoir hébergé certains auteurs des attentats du 13 novembre, vous le savez, se défend avec un vocabulaire, on peut dire, assez grossier, des menaces aux avocats notamment. Mais face aux parties civiles qui se sont exprimées hier, son changement d'attitude a été flagrant. L'audience, cette fois, ne ressemble pas aux autres. Jawad Ben Daoud est muet. Ce sont les parties civiles, les victimes, qui ont la parole. L'émotion est saisissante, il y a des larmes, beaucoup de souffrance. Ils ont perdu un enfant, une épouse, un mari, et ils témoignent. Lundi, lorsque vous rendrez votre sentence, vous n'oubliez pas des 130 morts qui vous regardent de là-haut. A-t-il lâché une victime? Une autre ajoute: si les prévenus ne sont pas les auteurs des attentats, ils en sont les complices. Puis une voix dissonante résonne, celle de Bilal, un homme assis, ancien boxeur, blessé au Stade de France. Il est aujourd'hui en fauteuil roulant et il s'adresse directement à Jawad Ben Daoud. Écoutez son témoignage. J'attendais cet échange. C'était une manière pour moi de comprendre s'il me disait la vérité ou pas. Jawad, pour moi, est un imbécile. Jawad, c'est pas un tueur, c'est pas un terroriste, Jawad. Pour moi, je confirme, Jawad, pour moi, n'est pas un terroriste. Jawad... Vous le trouvez sincère quand il le dit, c'est des négations? Dans les yeux, oui. Parce que dans les yeux, il peut pas mentir. Vous savez, j'ai une grande qualité. J'ai toujours su me servir de mes points. Donc Jawad, quand il me regarde dans les yeux, il sait de quoi je lui parle. Il est sincère. Il est sincère. Sincère pour Bilal, le logeur de Saint-Denis, donc est alors debout dans son box. Je te remercie d'être allé dans mon sens, lâche-t-il, sans pour une fois faire son numéro. Le procès de Jawad Ben Daoud devrait donc se terminer la semaine prochaine. L'homme risque jusqu'à 6 ans de prison et 90 000 euros d'amende pour recel de malfaiteurs terroristes. Alors justement, la question du jour aujourd'hui, par rapport à ces déclarations de Bilal hier et face aux victimes, qui dit que pour lui, il n'y est pour rien, il ne connaissait pas ces fameux terroristes, enfin il ne savait pas en tout cas qu'ils étaient terroristes. Est-ce que, bien selon vous, Jawad Ben Daoud effectivement, bien ne connaissait pas ces terroristes? Et bien vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel en nous appelant 01 40 33 9000. Nadir, avant de regarder un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ton avis à toi sur ce procès qui est ultra médiatisé pour le coup et qui se fait remarquer avec un one-man show, on peut le dire, de Jawad Ben Daoud qui visiblement n'a plus rien à perdre et qui se fait remarquer avec un vocabulaire qui lui appartient pour le coup. Ouais, bon après par rapport au procès en lui-même, c'est assez compliqué parce que il faut savoir se positionner sur les différents aspects de cette affaire, notamment quand tu regardes du côté des familles qui ont subi une ou des pertes, c'est tragique. Inconsciemment, elles souhaiteraient que ça soit le coupable pour peut-être un peu perdre un peu toute cette souffrance qui s'est accumulée depuis des années, notamment par le fait de ne pas trouver réellement les coupables. Et qui serait quelque part le bon coupable, même si il s'avère que c'est peut-être plus un gars avec un cerveau très limité, ne serait-ce par rapport à sa maladresse dans ses propos qu'il a pu tenir, parce qu'en face de lui, il a essentiellement des familles, des parents victimes de ce qui s'est passé, qui ont perdu un proche. Donc je pense qu'il faut avoir une approche différente. Il aurait pu dire la même chose avec des mots différents. Sans faire du cinéma. Après, je pense que les conditions dans lesquelles il est incarcéré depuis maintenant des années, je crois 2 ans, sont propices aussi au fait de rajouter un peu de bêtise à sa propre bêtise. Je pense qu'il y a beaucoup de maladresse, beaucoup de souffrance d'un côté, donc ça va être très compliqué à y voir très clair. Après, si la justice arrive à avoir une réponse claire et quelque part à l'innocenter et à en faire simplement un imbécile qui n'a pas été attentif à ce qui s'est passé, c'est une chose. S'il devient coupable, c'est autre chose, ça voudrait dire qu'on l'a associé à ces malfaiteurs et là ce sera éventuellement une autre réaction à avoir, peut-être moins humaine. Mais bon, au vu de ce qu'on entend, c'est vrai que ça paraît être un individu un peu limité et qu'il est également dans ses propos et dans son manque de respect vis-à-vis des familles. En tout cas, vous intervenez, vous nous donnez votre avis. Est-ce que selon vous, il était au courant, Jawad Ben Daoud, qu'il hébergeait donc des terroristes dans ce fameux bâtiment, ce fameux immeuble qui a été détruit lors de l'assaut, vous vous en souvenez d'ailleurs? Eh bien vous nous appelez au 01 40 33 9000 et vous votez donc sur Facebook, sur Twitter, Facebook France Maghreb 2, Twitter LGF officiel. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau des sondages? Vous êtes en grande majorité en fait à dire que non, il n'était pas au courant selon vous, avec 67% sur Facebook à dire non.
Alors sur Facebook, on est 67% à dire non et 33% à dire oui. Et sur Twitter, c'est à peu près les mêmes chiffres, c'est 29% à dire oui et 71% à dire non. Vous continuez de voter en tout cas, France Maghreb 2 sur Facebook, sur Twitter, LGF officiel, Jawad Ben Daoud. On en parle évidemment avec vous sur France Maghreb 2 et de votre intuition, j'ai envie de vous dire. Voilà. On va parler maintenant de cette affaire qui est à peu près l'affaire en ce moment du moment et depuis hier notamment. Vous vous souvenez de ses larmes lors des funérailles de sa femme, mais c'est bien lui qui l'a tué, le mari d'Alexia Daval, la joggeuse retrouvée morte dans un bois de l'Est de la France fin octobre, passe aux aveux lors de sa garde à vue. Il a tué, oui, sa femme par accident. Ce sont ses mots, un étranglement lors d'une dispute conjugale. Jonathan Daval, 34 ans, est mis en examen donc pour meurtre sur conjoint. Maître Schwerdorfer, l'un de ses avocats, s'est exprimé hier, le visage grave. Écoutez. Nous ne défendrons pas un meurtrier, nous ne défendrons pas un assassin. Nous défendrons un jeune garçon qui, dans une crise de couple, a effectivement, de façon accidentelle, occasionné la mort de son épouse. Il est dévasté. Il a eu des mots pour Alexia, des mots d'amour, et nous nous retrouvons face à un drame terrible. Il y a juste un garçon qui perd pied, un accident. Oui, il l'a étranglé, dans ce qu'on peut appeler des violences volontaires, et qu'après, il a été dépassé partout. Il l'explique parce qu'ils avaient une relation de couple avec de très fortes tensions, qu'Alexia avait une personnalité écrasante, qu'il se sentait complètement écrasé, et qu'à un moment, il y a eu des mots de trop qu'il n'a pas su gérer, et ça a débordé. C'est hallucinant quand même la défense de l'avocat qui parle d'un caractère écrasant, d'une dominante en fait à propos d'Alexia, mais votre femme a un caractère dominant, c'est pour autant pas pour autant qu'on va la tuer quand même, tu vois. Nadir, c'est un peu choquant comme défense, accident. Moi non, même la posture de l'avocat regarde, elle est un peu bizarre parce qu'habituellement un avocat, même quand il sait que son client est coupable ou sent la chose, va quand même garder une certaine comment dirais-je, une certaine distance. Alors que là, il donne des éléments qui paraissent des faits, voilà, quelque part il y a peut-être je sais pas, il y a des choses qui sont pas cachées, qui sont dites comme ça ouvertement, assez directes. Donc ça fait moi personnellement quand j'ai vu sa déclaration hier soir, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit tiens, c'est marrant. Habituellement les avocats sont toujours réservés, même quand ils savent que leur client est coupable, ils ne donnent pas autant d'éléments. Alors que là, on a l'impression qu'ils se libère, ou alors c'est peut-être une stratégie de communication, de le rendre sympathique, c'est le coupable mais il n'a pas fait exprès. Alors une pensée évidemment pour les parents d'Alexia qui avait déclaré tous ceux qui ont fait des marches, parce que dans les médias ils espéraient à toutes les femmes, à toutes les filles d'avoir un gendre, à tous les parents de jeunes filles d'avoir un gendre comme Jonathan, parfait selon eux. Vous imaginez un petit peu la douleur qu'ils peuvent évidemment ressentir. En tout cas, voilà, c'est l'affaire qui intéresse tous les médias aujourd'hui. Ça fait réagir. Bon, et on peut quand même s'apercevoir que dans cette société, c'est pas le premier cas d'ailleurs, premier exemple, il y en a eu d'autres, bien il y a quand même des hommes qui arrivent à cacher, j'allais dire, une certaine émotion et qui arrivent à mentir comme ça délibérément, je veux dire. C'est dur quand même. Moi j'ai du mal à imaginer quand même. Moi, ce qui me désole dans cette affaire, c'est qu'il y a une mort. Après, la façon dont c'est déroulé, c'est autre chose. Mais moi, je suis désolé, je suis toujours obligé de faire un comparatif par rapport au traitement médiatique. Quand tu vois l'affaire Yacine à Aulnay, le peu de relais médiatique. Alors que là, tu vois, on fait des unes, on interrompt le journal, les émissions pour revenir là-dessus, basculer. Comment les médias s'intéressent à cette affaire d'une façon tellement importante qu'on se pose la question d'objectivité et de traitement notamment quand je te dis par rapport à l'affaire Yacine. On le retrouve mort dans des circonstances bizarres dans une cave à Aulnay. Quelques médias se déplacent, ça passe dans certains journaux, mais voilà, on oublie l'affaire. La famille se bat pendant des mois et des mois, je crois pendant 2 mois, pour avoir le corps et pouvoir l'enterrer dignement en Tunisie. Et tu vois, c'est pas le même engouement, c'est toujours bizarre. Moi, j'arrive pas à comprendre cette façon de zoomer sur des affaires et d'oublier d'autres affaires.
Et d'un point de vue journalistique, après ces gens-là, en termes d'objectivité, moi ça me chagrine parce qu'un mort est un mort, quelle que soit la façon dont il est mort, les circonstances, le lieu. J'aimerais que les médias aient le même engouement pour tous les morts ou toutes les affaires un peu sordides en France, notamment par rapport aux familles qui aspirent à une certaine justice. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette affaire, 01 40 33 9000. En tout cas, il risque la prison à vie. C'est lui qui avait signalé d'ailleurs la disparition de sa femme fin octobre. 2 jours plus tard, le corps d'Alexia Daval avait été retrouvé partiellement brûlé. La jeune femme de 29 ans avait été asphyxiée et battue. Pour ce qui est de l'incendie du corps, il dit que ce n'est pas lui. 01 40 33 9000 évidemment pour nous donner votre avis sur cette affaire dont on évidemment évoque beaucoup à travers les médias. On va parler aussi d'une autre actualité qui est aujourd'hui pour le coup, puisque c'est sa première visite en Tunisie. C'est une visite d'État. Emmanuel Macron est arrivé cet après-midi à Tunis pour apporter le soutien de la France à la transition démocratique, selon les termes d'ailleurs de l'Élysée, à un moment tendu dans le pays après une visite personnelle au Maroc, une visite d'amitié et de travail en Algérie. Place à la Tunisie donc pour une visite d'État. La première d'Emmanuel Macron dans le monde arabe, tient à souligner la présidence française, et une manière d'envoyer un message fort de soutien à la démocratie tunisienne, car c'est pour l'Élysée la seule expérience de transition démocratique est réussie après les printemps arabes. Nul doute que ce soutien sera affiché par le chef de l'État lors de son discours au Parlement tunisien demain. 2 semaines après les manifestations qui ont secoué le pays, les questions économiques et sociales seront au cœur des échanges avec Béjir Essebsi. Les attentes sont fortes côté tunisien pour qui la France est le premier partenaire économique. La lutte contre le chômage, le soutien aux entreprises et l'allègement de la dette tunisienne feront l'objet d'annonces. Plusieurs patrons seront du voyage, comme celui d'Orange, Stéphane Richard, ou encore celui de Free, Xavier Niel. Côté sécuritaire, enfin, un accord sur la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme et le radicalisme doit être signé. Que peut-on attendre de cette visite d'Emmanuel Macron en Tunisie, cher Nadir? Auditrice, auditeur, 01 40 33 9000. Non, mais moi c'est toujours pareil, la position de la France, l'ingérence politique notamment, le fait que la France serait capable d'importer son modèle démocratique ailleurs et voudrait absolument l'imposer, moi je trouve que c'est un grand manque de respect vis-à-vis des autres pays, parce que chaque pays a sa culture, chaque pays a son rythme en termes d'évolution, en termes de démocratie éventuelle ou autre. Donc vouloir à chaque fois parler d'un modèle tunisien, démocratique, ça m'embête. Voilà. Je veux bien que Macron aille là-bas pour faire du business, d'égal à égal, respecter les Tunisiens, voir ce qu'il y a de plus intéressant pour la France, mais également pour les Tunisiens. D'un point de vue économique, c'est intéressant, mais politiquement venir et à chaque fois nous vanter un petit peu la démocratie à la tunisienne par rapport à la démocratie française qui serait la référence dans le monde, ça me fatigue d'entendre toujours ça. Je pense que quand on respecte un pays, on respecte comme ce qu'il est, notamment par rapport à sa réalité, à sa culture, à son histoire, et à partir de là, on le respecte et on fait du business d'égal à égal. Après, de vouloir à chaque fois parler de culture, d'économie et de mélanger la politique en voulant imposer un modèle qui serait celui de la France à travers des dispositifs, ça franchement, ça m'emmerde. Bon, allez, un petit tour du côté du Standard, et notamment, tiens, pour revenir ce que nous évoquions, l'affaire de la joggeuse tuée par son mari. Samir de Champigny souhaite réagir. Salut Samir. Oui, bonsoir. 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 À votre invité aussi. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Ouais, moi je voudrais dire déjà pour l'émission d'hier, super. On était très, oui, en plus, qui a été accompagné d'une bonne nouvelle, parce que les Chibani ont été. La SNCF a été condamnée pour discrimination envers les Chibani aujourd'hui en appel. Tellement, ça nous a blessé, ça nous a vraiment fait mal au cœur. Et merci beaucoup pour cette super émission. Et t'inquiète pas, le forum, on t'écoute, on est beaucoup, ne crois pas, dans toutes les cités de France, ils t'écoutent. Ah bah écoute, je les salue en tout cas, quel que soit l'endroit où vous êtes. Voilà, je vous salue tous. Dans les voitures et tout, les mecs, je leur ai dit, tout le monde écoute Christophe. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Je voudrais rebondir sur l'histoire du monsieur qui a tué sa femme. Oui. Mais heureusement que c'est pas un arabe. Sinon ça aurait fait des folies. Regardez comment ce monsieur en prend soin. Si c'était quelqu'un comme nous, d'origine maghrébine, qui aurait fait ça, mais je vous raconte pas toutes les télés, comment ils auraient explosé. Le monsieur là, il a fait un geste, c'est vrai que c'est un geste fatal, mais je trouve que c'est pas, on le punit pas assez. Attends, on nous a pas encore dit qu'il a. Faut respecter. Attends, Samir, je comprends ton questionnement, mais
Il y a quand même une justice, on se doit de la respecter. Là, il est en garde à vue, il vient seulement d'avouer. Donc après, évidemment... Ça vient sur ça. Parce que c'est des gens aisés, c'est pas des gens de cité comme nous qui galèrent ou nous on aurait fait ça à nos femmes, ils auraient dit ah terroriste et nanana et nanana et nanana et nanana. Là ça passe comme une lettre à la poste, c'est pas normal ça. Il devrait être puni comme tout le monde. Ah bah il le sera, hein, crois bien qu'il le sera. Faire du sursis, moi je te dis. Non, mais ça va pas, Samir. Non, je te garantis que non, parce que tu sais pourquoi? Il y a eu il y a eu cette période. Pardon, Samir, laisse-moi parler 2 secondes. Il y a eu cette période où il a trompé tout le monde. On se souvient de retransmission de l'hommage à Alexia, où il pleurait effectivement, il est à l'église, etc. Et là, je pense que sur le coup, les jurés donc vont pas le louper. Il risque jusqu'à, moi, je pense qu'il va faire à perpétuité sans problème. Et nanana, il va pas aller au placard, tu verras. Mais bien sûr que si, il va aller au placard. Il y a quand même mort d'homme là pour le coup. Avec du sursis, on en reparlera. Non, mais non, Samir, c'est impossible. Je te garantis que c'est impossible. Non, il va sûrement plonger, mais peut-être pas perpète, hein, parce qu'ils vont sûrement lui trouver des circonstances atténuantes, notamment quand ils insistent sur le fait qu'il était faible, qu'elle était plus dominante et qu'il a craqué. Après, ils vont peut-être jouer là-dessus, mais c'est sûr qu'il fera de la prison. Non, mais soyez réalistes, les gars. Je pense pas, franchement. Tu verras. Si c'est un cousin à nous, il aurait pris 40 ans. Je sais, moi. Bon, merci Samir. Et à bientôt. Merci Samir. Salut Samir. Ciao. Vous êtes en forme du côté de Champigny. Sur Marne. Sur Marne, absolument. D'ailleurs, on fera. Je vous annonce que alors c'est pas la semaine prochaine, mais l'autre, on fera une émission spéciale Champigny-sur-Marne 1 mois après, évidemment les violences contre les 2 policiers. Le 31 décembre dernier, puisqu'il va se passer un événement le 9 février à Champigny. On y sera, on va traîner nos micros, puis on fera une émission spéciale avec Hicham Terak, qui habite justement dans cette ville à Champigny, et on en reparlera avec lui. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonne année, meilleure vœux à tout le monde. Bonsoir. Quel est votre prénom, cher monsieur? C'est Joseph. Oui, Joseph. Par contre, on vous entend super mal. Est-ce que vous pourriez peut-être enlever le kit main libre ou faire quelque chose? C'est mieux comme ça? Voilà, beaucoup mieux. En fait. Merci, Joseph. Alors, on t'écoute. Ouais. Voilà, restons calmes. On parle gentiment, avec tout le respect, entre nous. Juste une question, là. Pourquoi, à chaque fois, chaque problème que vous parlez à la radio, on va la teinter avec la teinte du racisme, la teinte de l'islam, je sais pas. Tout à l'heure, Nadir, on parle, elle a parlé des médias, le problème de la personne qui a assassiné sa femme. Et là, elle a parlé d'une personne à l'époque qui est mort, qu'on n'a rien fait sur lui, on a zoomé sur cette personne-là. Yacine, voilà. Là, on pose la question derrière, les médias à l'époque, elle avait quoi comme problème autour? Actuellement, les médias, ils n'ont rien à faire. Il n'y a que ça pour parler. Tout à l'heure, quelqu'un sur l'antenne, c'est pareil, elle parle, s'il est d'origine arabe, ce mec-là, elle va prendre 40 ans de prison. Une fois Hanan sur l'antenne, quand Johnny il est mort, il sort avec la vie étrangère pour Hanan, il parle on a tous quelque chose en nous des Palestiniens. Soit on teinte avec la teinte des racistes, la teinte des Palestiniens, la teinte de l'islam. Hier, ou avant-hier, j'étais super content. Je sais pas qui c'est qui a parlé à l'antenne de le problème de laisser les enfants écouter, voir les médias, voir les nets librement ou non. Je dis, enfin, on change les sujets. Pourquoi c'est toujours Joseph, le même sujet? Je vous pose une question. Joseph, je te pose une question. Oui. Est-ce que tu as peut-être eu à vivre durant ta jeunesse? D'abord, est-ce que tu as grandi ici en France? Non, ça se voit que j'ai un accent quand même. Non, mais peu importe. Léger. C'est léger, et puis de toute façon, on s'arrête pas là. Léger, non, mais tu sais, quand tu as grandi dans un quartier populaire, au sein d'une cité, et que tu as dû faire face à des contrôles systématiques, je dis bien systématiques et quotidiens, et voire même plusieurs fois par jour, que on t'a fait comprendre tout au long de ta jeunesse que t'étais dans une école différente des autres, où le niveau n'était pas le même, où on t'a fait comprendre aussi que t'aurais beaucoup de mal à trouver du travail parce que c'est les inégalités, tout simplement. Parce que tu es d'origine d'eux. Comprends qu'aujourd'hui, certaines personnes, beaucoup, donc aujourd'hui, se sentent stigmatisées en longueur de temps, j'ai envie de dire, et en se servant, si tu veux, et en prenant en exemple un fait d'actualité, en essayant de comparer, c'est essayer aussi de transmettre un mal profond que ces personnes
ont et ressentent depuis leur plus tendre enfance, Joseph. Ça, il faut se mettre à leur place. Et je comprends ta position, mais il est toujours intéressant de se mettre dans la position de la personne dont tu parles. Joseph, on t'entend plus là. Joseph. Est-ce que je peux te répondre à ça? Bien sûr, mais évidemment, on est là pour débattre, mon ami. J'aimerais bien répondre à ça. Voilà, je te réponds rapidement. C'est simple. Moi, j'ai les doubles peines pour ça. Ça veut dire, toi, t'es quelqu'un qui l'a vendu en France. Il parle très bien français. Il n'a pas d'accent, mais il a une tête d'arabe, entre parenthèses. Il vient des partis populaires. Je suis d'accord. Mais j'ai les doubles peines parce que j'ai un accent. J'ai eu pire que ça. J'ai été contrôlé 1000 fois avec un façon agressif. Mais j'ai jamais pris ça mal, Christophe. Pourquoi? Parce que je vois les choses plus loin. Je me pose pas la question, est-ce que je suis victime pour rien? Non. Je me pose la question, pourquoi je suis victime aujourd'hui? Je cherche pourquoi l'origine de tout ça. Le racisme, ça monte dans le monde entier. Il faut chercher la raison. Arrêtons de parler comme des victimes. Il faut qu'on nous voit moi-même, chacun de nous, là, c'est un miroir. Il cherche, ça vient de quoi déjà? Oui, ça, Nadir peut-être là-dessus, parce que j'entends, parce que moi c'est pas inexact ce que dit Joseph. J'entends et puis comme il dit, il faut des fois voir un peu plus loin. Moi, le premier, j'aimerais passer des heures et des heures à parler de sujets différents, sans pouvoir faire des comparaisons par rapport à un traitement médiatique, à une posture politique ou à des propos qui sont tenus par certains grands médias. Mais la réalité est que, comme le disait Christophe, on est beaucoup à avoir subi tellement de choses depuis des années, et qu'on s'aperçoit que les choses continuent à être présentes et parfois bien plus importantes, notamment les problématiques qui sont liées aux quartiers populaires, elles existent encore et elles se sont pas réglées pour deux raisons. Parce qu'il y a eu un manque de volonté politique, mais aussi il y a eu un désengagement des citoyens. Parce que les frustrations qui se sont engendrées depuis des années ont fait que ça a créé des complexes pour certains, complexes d'infériorité, problèmes d'identité, et ces gens-là, pour la plupart, se sont soit effacés dans la société, ou soit sont dans une posture victimaire sans rien faire. Moi, je suis plutôt dans la posture, oui, on est victime d'un système, mais je me bats contre ce système, et notamment contre les inégalités à travers des actions. Désolé Nadir, quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu n'aimes pas du tout la France. Ah bah si, parce que j'y vis. Non. Autrement, je serais parti ailleurs. On analyse les choses bien, Nadir. On analyse le bloc. Tu te rappelles de Christophe, une fois, tu as posé une question sur l'antenne, et tu t'es fait flinguer partout quand tu as dit, les gars, pourquoi vous portez pas les drapeaux français? Ah, c'est pas moi. C'est Christophe qui l'a posé la question. Ah, oui. Au niveau des drapeaux français, une fois aucun arabe qui veut porter les drapeaux français, même il a... Non, Joseph, ne raconte pas des âneries, s'il te plaît. J'ai jamais posé une question comme ça. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Là, tu fais ce que beaucoup font. D'ailleurs, tu prends des propos. Joseph, c'est pas que je veux t'interrompre, j'ai la pub et je te salue en tout cas, mais je t'invite à réécouter mes propos et faire attention à ne pas répéter n'importe quoi. Salut Joseph en tout cas, et ça fait plaisir d'échanger avec toi. Quand tu veux, tu nous rappelles au 01 40 33 9000. À tout de suite. Jeff, le grand forum, messieurs dames, bienvenue tout le monde et une excellente après-midi à vous. N'oubliez pas, d'ici une petite demi-heure, on parlera des familles recomposées. Oui, dans notre émission, on s'intéresse aussi au sujet de société. Vos témoignages seront les bienvenus. Pour le coup, 01 40 33 9000 pour rapport à la question du jour. Est-ce que selon vous, Jawed Ben Daoud, qui est actuellement en procès à Paris, connaissait-il donc les logeurs, le logeur connaissait-il les terroristes? Eh bien, vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter EDF officiel. Au lendemain donc du récit de Bilal qui dit avoir été convaincu par Jawad, il ne connaissait pas donc ces terroristes. C'est juste un imbécile, a-t-il dit Bilal hier. Lors du procès qui devrait se terminer d'ailleurs en début de semaine prochaine. Rappelons également que les Chibani ont été obtenu gain de cause auprès du tribunal de Paris, du palais de justice de Paris, puisqu'ils ont la SNCF a ainsi été condamnée pour discrimination envers les Chibani que l'on a reçu hier, à qui on a consacré évidemment une grosse partie de l'émission d'hier. Ce fut d'ailleurs un très grand moment rempli d'émotions. Et puis sachez aussi que aujourd'hui c'est l'anniversaire de Haït Hamimi qui a fêté ses 17 ans dans les geôles israéliennes. Bon anniversaire à elle et beaucoup de courage, bien entendu. Allez, on va passer maintenant à l'avis tranché et j'ai envie de dire un cri d'appel de notre ami Nadir Kaya. C'est parti, jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Un coup de gueule d'ailleurs qui pourrait très bien résonner comme un éventuel slogan du Grand Forum, mon cher Nadir.
Ouais, je pense que c'est toujours d'actualité, hein, notamment quand on voit un petit peu l'actualité et son traitement. Donc le titre, c'est Révolutionnez-vous. Envie d'aimer, envie de changer cette société, c'est ce qui me motive à écrire ces quelques vérités. La vérité n'est pas belle à écrire ou à dire, mais reste la seule à pouvoir aider à construire. Combien de temps encore à rester sans agir? Combien de vies faut-il perdre pour réagir? Les années défilent comme une berline de luxe, alors prends le volant de ton destin pour suivre ton chemin. Le chemin qui te mènera à la réussite de tes projets. Projette-toi pour mieux contrôler tes rêves et tes espoirs, car seuls les actes au parfum prémonitoire te rendront fier de toi. N'attends rien de ceux qui nous gouvernent, car sache pour ta gouverne qu'ils ne vivent qu'entre eux et que pour eux. Alors, sois le leader de tes pensées, l'architecte de tes projets, projette l'ombre de tes ambitions les plus démesurées, sans oublier l'humilité et la dignité nécessaires à ta réussite. Ô filles et fils des cités, vivez conscients de ce qui vous attend pour mieux encaisser les coups, mais surtout pour partager le savoir. Cette vie est un enchaînement d'épreuves et de tests pour se pourvoir. Nul ne fera le travail à votre place, il faut goûter au sacrifice. Pour comprendre et apprécier toute la mesure de cette vie d'artifice, nos corps et nos esprits sont faits pour se nourrir de souffrance et de joie. Alors accepte cette condition et impose-toi la réussite et l'excellence. Vise haut pour atteindre les sommets et élever les autres. Les autres sont les piliers de ta foi, une foi pure et vertueuse. Quoi de plus beau qu'une croyance qui abonde de façon généreuse? Celui qui vit pour lui, sans prendre soin de son voisin, ne pourra prétendre à ce qu'il y a de meilleur pour lui et les siens. Alors n'oublie pas de te critiquer pour mieux avancer, de te remettre en question à chaque défaite comme à chaque victoire. Car si tu restes là, fier et rempli d'orgueil, tu ne pourras prétendre à la gloire. La vie est un temps à passer, alors passe-le au mieux. Reste orienté vers les autres pour mieux appréhender le glorieux. Comment vivre sans croire, comment croire sans espoir? Tout est une question d'équilibre entre le cœur et la raison, car en toute saison, nous vivons de printemps et d'hiver, d'états plus ou moins positifs ou négatifs. Voilà. Nadir Kaya pour son avis tranché. Merci à toi, Nadir, pour cet avis tranché. Vous pouvez évidemment nous dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter sur la vidéo, notamment puisque c'était en vidéo sur Christophe le Grand Forum sur Facebook. Allez, on va, avant de parler de Sonia Crémy, est-ce que tu connais d'abord qui est Sonia Crémy? Non, ça me dit rien. C'est une jeune députée de La République En Marche et qui a tenté, j'allais dire, de dénoncer Gérard Collomb. Elle a commencé, mais elle a vite reculé. Vous allez voir. On parlera aussi de ces pays qui utilisent la religion, à des fins politiques. Et ainsi, on assiste à une espèce de bataille entre la Tunisie et l'Égypte, parce que la Tunisie envisagerait de supprimer la dot. C'est ce qu'on vous révélera tout à l'heure. Évidemment, vous pouvez nous appeler. On accueille, je crois, Samira, qui nous appelle dans le Val d'Oise. Bonjour, Samira. Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs, bonjour Nadir. Bonjour. Donc bravo Nadir pour le texte, c'est vous qui l'avez écrit? Oui. Est-ce que c'est toi qui l'as écrit, Nadir? Oh ouais, je l'ai écrit il y a quelques mois, même, je crois même que c'était l'année dernière. Bravo, franchement, bravo. Voilà. Je voulais vous joindre suite à Joseph, l'auditeur qui est passé juste avant Nadir, qui vous a interpellé un petit peu sur les auditeurs qui parlaient de racisme et qu'il avait le sentiment un petit peu qu'on jouait un petit peu les victimes pour les personnes en fait qui subissaient le racisme. Je crois que c'était en gros son résumé. Et donc moi ça m'a interpellée parce que je voulais lui dire que c'est une réalité, le racisme, et ça nous entoure quotidiennement. Donc je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai 44 ans, je suis mère de famille, j'ai 3 enfants, je suis née en France, j'ai fait mes études en France, et que depuis quelques mois, voire quelques années, surtout depuis la montée des attentats en France, moi-même, personnellement, j'ai eu des propos racistes à l'école de mes enfants. J'ai été très choquée. On m'a interpellée en me disant: vous êtes la maman de Kenzie. Kenzie a attrapé Théo, a demandé à Mathias de cogner. Chez nous, ça se fait pas, madame. Donc voilà, j'ai eu des propos comme ça, alors que la dame était portugaise. Et moi, j'étais là en tant que maman. Je l'ai regardée, mais madame, c'est où chez vous? C'est où chez moi? Expliquez-moi. Je suis chez moi comme vous êtes chez vous. Donc, entre-temps, l'année dernière, cette année, en octobre, pareil dans le TGV, j'étais avec mes enfants, ma petite de 2 ans et demi. J'ai été limite agressée dans le TGV. Mon mari n'était pas là. On m'a interpellée. Un monsieur s'est même levé
a pris le verre de SMS, m'a vu transvaser le SMS dans un gobelet plastique pour jouer. Il lui a arraché des mains. J'ai été choquée, j'ai été outrée de ce comportement. Ça fait 20 ans que je prends le TGV pour aller chez mes parents. Allô? Oui, on écoute. Oui. Donc j'ai été choquée, je me suis même pas sentie en sécurité, c'est-à-dire qu'à un moment donné j'ai répondu, mais avec mes 3 enfants, mon mari n'étant pas là, je me suis dit mais non, je vais rien dire parce que pour la première fois de ma vie où je me sentais pas en sécurité, que ce soit le contrôleur qui m'a jeté les billets sur la table, parce que ma fille râlait un petit peu dans le TGV, dans le wagon et que ça dérangeait des passagers, mais le coup du jeune homme qui a arraché des mains le verre de ma fille et que le contrôleur m'a dit vous savez pas éduquer vos enfants, j'étais choquée. Pareil, ma petite sœur travaille à Mâcon dans une MGC. Quand elle ouvrait sa boîte mail le matin, elle trouvait des propos racistes sur sa boîte mail avec même l'hymne national d'Algérie où il y avait écrit c'est ça le mouton qu'on égorge, c'est ça la religion de tolérance. Et ma sœur d'ailleurs, pour vous dire Christophe, je l'ai encouragée, elle a fait un truc d'homme qu'elle a gagné à Mâcon et je me suis déplacée de Paris avec un ami. Elle n'avait pas d'avocat, elle était juste assistée par un syndicat CGT et je l'ai soutenue, je lui ai dit tu lâches pas, il faut aller jusqu'au bout. Elle a attaqué au prud'homme et elle a gagné. Et récemment, il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion aussi en écoutant votre radio et d'entendre le témoignage d'une dame qui travaillait à la sécurité sociale et qui avait visiblement la même chose, qui subissait le même harcèlement que ma petite sœur subissait. Et j'avais pas pu vous appeler pour intervenir. Mais moi, ma sœur, ce qu'elle a fait, elle avait gardé tous les justificatifs, toutes les preuves qu'elle avait, et que par la suite, elle a été jusqu'au bout. Et ça lui en a coûté d'un point de vue santé, je peux vous le dire. Parce que ma petite sœur est malade, elle a eu un problème de thyroïde, elle a eu une grosse pelade sur la tête, où elle a perdu, au niveau de sa circonférence de cheveux, le contour d'un ballon. Après ça, elle a eu encore une autre maladie auto-immune. Donc voilà, je tenais à dire à Monsieur Joseph que il faut se remettre en question. C'est une réalité, je suis entièrement d'accord avec lui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi, de par ce que je vois, parce que je travaille beaucoup sur Champigny, Christophe, le problème en tout cas de ce qui nous concerne, nous en tant que maman, père de famille, mère de famille, c'est qu'on n'entoure pas suffisamment nos enfants d'un point de vue éducation, d'un point de vue scolaire. Souvent, voilà, on est laissé aller. Et il faudrait Samira, pointer ça. Merci beaucoup pour votre témoignage en tout cas et beaucoup de courage et bravo pour votre courage ainsi qu'à votre petite sœur. Merci beaucoup Samira. 01 40 33 9000 en tout cas, vous n'hésitez pas à prendre la parole bien sûr. Alors on va un petit peu avancer si vous le permettez dans cette émission pour nous parler de Macron tout à l'heure parce que Macron est parti, vous le savez, en Tunisie. Mais avant de partir, Nadir, de s'envoler donc pour la Tunisie, eh bien met en garde la Turquie. Dans une interview au Figaro ce matin, le chef de l'État évoque l'opération militaire d'Ankara contre les Kurdes de Syrie. Eh bien, s'il s'avère qu'il s'agit d'une opération d'invasion, ça nous posera un problème réel. Les combats ils se poursuivent, vous le savez, dans cette région d'Afrin et à la frontière entre la Syrie et la Turquie. 2 roquettes en provenance de Syrie ont d'ailleurs frappé ce matin une ville frontalière turque. Un mort et un blessé. Voilà donc pour ce qui est de cette actualité. On y reviendra d'ailleurs en longueur demain avec Youssef Brakni et également Redouane Moumine qui seront avec nous demain entre 16h et 18h. Alors, je voulais vous parler de, comment dirais-je, Sonia Krimi, mon cher ami. Qui est-elle ? Qui est-elle ? Eh bien, vous allez le savoir, bien sûr. Alors, Sonia Krimi, eh bien, c'est une députée de la République En Marche. On pensait d'ailleurs ce parti, ce mouvement fondé par Emmanuel Macron, à l'abri des dissensions, sauf que réfractaire à la fermeté du projet de loi Asile-Immigration de Gérard Collomb, la députée Sonia Krimi, qui s'est ouvertement opposée au ministre de l'Intérieur avant d'adoucir quelque peu son discours. Sonia Krimi est une jeune députée âgée de 35 ans qui a décidé de dire ce qu'elle pense. Le 19 décembre dernier, dans l'hémicycle, l'élu de la Manche a décidé de critiquer le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb et sa proposition de circulaire prévoyant le tri des migrants. Ce dispositif
détournent l'hébergement d'urgence, les lieux d'accueil gérés par des associations de leur finalité, en désaccord avec le durcissement de la politique migratoire. Sonia Crimi ne se cache pas pour s'opposer à son ministre de l'Intérieur, de là à fronder, comme l'avaient fait d'ailleurs plusieurs socialistes à l'époque sous François Hollande. Je ne pense pas que je suis une frondeuse, confie-t-elle. C'est normal qu'il y ait des sensibilités qui s'expriment au sein d'En Marche, et c'est même sain politiquement avoir cela. Et pour cause, la formation de Emmanuel Macron semble vouloir mettre le holà. Née à Tunis et naturalisée français il y a 5 ans, Sonia Crimi semble difficilement réconciliable avec la politique de Gérard Collomb, mais comme une quarantaine d'autres députés de la majorité donc de la République En Marche, elle prône une politique migratoire plus humaniste, sans vraiment le crier haut et fort, puisqu'au soir de son intervention, Sonia Crimi, certainement recadrée par ses collègues de la République En Marche, faisait machine arrière et déclarait: on ne va pas commencer à critiquer une réforme qui n'est pas sortie de son côté. Eh bien, Collomb a assuré qu'il ne changerait pas son projet de loi Asile-Migration. Pas question de changer d'orientation, a indiqué le ministre de l'Intérieur, qui assure que la France ne peut accueillir tous les migrants économiques. Pour Gérard Collomb, il existe toujours, pour les parlementaires, des possibilités d'abondement. Sonia Crimi osera-t-elle vexer son ministre de l'Intérieur, qui a déjà vécu d'ailleurs les premières critiques à son égard? Affaire à suivre, en tout cas, pour cette petite particularité de cette députée d'âge de 35 ans qui découvre un petit peu, j'allais dire, le métier. Et quand on fait partie d'une majorité, Nadir, il est difficile d'aller à l'encontre de cette dernière. Ouais, mais c'est tout à son honneur d'avoir cette position-là. Je pense que c'est pas parce qu'on fait partie d'une majorité ou d'un groupe parlementaire qu'il faut s'écraser. Au contraire, je pense qu'il faut essayer de s'imposer de façon intelligente. On a des idées, on a un avis, on a des choses à dire sur quelque chose qui paraît pas juste. Non, je pense qu'il faut se positionner. Après, si c'est pour revenir en fin de compte à l'ancien système qui voudrait qu'on soit tous ou qu'ils soient tous des parlementaires robotisés, c'est-à-dire suivre les ordres sans rien dire, sans rien penser, en fin de compte on retournerait à l'ancien système, donc ça ne changerait pas. Je pense que si les Français ont choisi majoritairement Macron, c'est parce que il voulait innover, faire différemment, et je pense que ce serait tout à son honneur de respecter ses députés en laissant s'exprimer leur voix, même si elle va à contresens. Vous nous rejoignez peut-être actuellement à l'écoute du Grand Forum, donc sur France Maghreb 2, tous les jours 16h-18h. Quelques infos à retenir aujourd'hui, notamment que la SNCF a été condamnée ce midi, donc pour discrimination envers les Chibani. Une nouvelle fois condamnés, j'ai envie de dire. Nous en parlions hier, donc ils ont obtenu satisfaction, gain de cause, une nouvelle fois aujourd'hui. Également à Tamimi, la palestinienne, donc dans les geôles israéliennes, on en a souvent parlé ici, fête aujourd'hui ses 17 ans. Lui, c'est évidemment un bon anniversaire. Il y a eu d'ailleurs un rassemblement du côté d'Hébron ce matin pour la soutenir et l'encourager. Pour vous dire aussi que l'on a appris que Tariq Ramadan avait été placé en garde à vue ce matin dans le cadre d'une affaire de viol présumé. Donc ça s'est passé ce matin. Donc on attend d'avoir peut-être des informations supplémentaires concernant cette garde à vue à Paris, alors qu'on apprenait hier qu'il était personne non grata au Qatar, monsieur Tariq Ramadan. Un petit tour du côté du Standard avant de vous parler de cette brouille politique pas forcément politique, mais plutôt religieuse, mais on utilise la politique on prend en otage la religion pour le coup, pour faire de la politique, entre la Tunisie et l'Égypte. Allô, bonsoir. Ah, bon, il est parti. Où elle est partie, bien sûr. Je rappelle que dans quelques minutes, on abordera un sujet de société. Et on parlera des familles recomposées. Oui, beaucoup de divorces. On constate beaucoup de divorces. On en a d'ailleurs parlé avec des chiffres quand même assez effroyables. 53% des couples en moyenne divorcent. Quelques temps d'ailleurs après leur mariage, ça dure pas des années. Et donc on assiste à des familles recomposées, donc beaucoup font le choix de refaire leur vie. D'où cette question que l'on se pose aujourd'hui: est-il difficile par exemple pour une femme qui a des enfants de se remarier, de se faire accepter par sa belle famille? Est-il difficile aussi pour une femme ou pour un homme également de vivre avec des enfants qui ne sont pas les nôtres, mais celles de son conjoint? La cohabitation parfois peut être un petit peu compliquée. On en parle en tout cas au travers de vos témoignages au 01 40 33 9000. Pour parler de quoi d'autre, mon cher ami Nadir? La Tunisie qui envisage de mettre fin à l'institution de la dot lors des mariages. L'Égypte critique cette décision, la jugeant contraire aux préceptes de l'islam. En politique, tout le monde ment, mais ce n'est pas grave, personne n'y croit, disait Grégoire Lacroix. En Tunisie, comme en Égypte, les dirigeants politiques tentent de surfer, pour ne pas dire mentir, sur l'islam, ou comment se servir de la religion à des fins politiques. La preuve avec la dernière affaire en date
concernant une éventuelle abolition de la dot en Tunisie. En effet, ces derniers jours, une rumeur persistante fait état de la possible abolition de cette pratique dans les petits pays du Maghreb qui veut paraître plus moderne qu'il ne l'est vraiment. Une réforme qui, si elle venait à être actée, envenimerait considérablement les relations entre les institutions et l'Azhar et la Tunisie qui bataille ici pour pas grand-chose, pour le coup. Le président Béjar Essebsi a lancé en fin d'année dernière une commission des libertés individuelles et de l'égalité qui est en charge de rendre le 20 février prochain un rapport sur les mesures à prendre concernant notamment l'égalité dans l'héritage ou la fin de la dot. Cette dernière proposition a fuité. La présidente de la commission a alors indiqué à la presse que le système de la dot est rabaissante pour la femme, assimilé à une marchandise que l'on vend, ce qui pose en réalité problème. C'est le code de statut personnel acté par Habib Bourguiba et soi-disant révolutionnaire, qui indique en son article 13 que le mari ne peut, s'il ne s'est pas acquitté de la dot, contraindre la femme à la consommation du mariage. Dans un pays en proie à de graves troubles sociaux, vous le savez, où la corruption bat son plein, où la répression policière est légion, où les discussions autour de l'abolition de la dot paraissent superflues quand même, voire totalement à côté de la plaque, le régime se sert de la religion pour écarter les vrais problèmes. En tout cas, c'est ce qu'on est tenté de croire. Là où l'État tunisien est riche, son code du statut personnel de la femme en modèle, il est dans les faits bien loin de laisser une place de choix quand même à ses citoyennes, en ne versant par exemple que 7,3 dinars, moins de 2,50 euros par enfant et par mode d'allocation familiale, au lieu de s'attaquer aux véritables maux de la société. Eh bien, la majorité au pouvoir discute donc de la dot. Un changement de l'article 13 du CSP suffirait, mais l'on préfère débattre de l'aspect religieux de la dot, qui est en réalité bien souvent symbolique. Côté égyptien, bien ces rumeurs d'abolition de la dot en Tunisie inquiètent tout particulièrement l'institution religieuse El Azhar, qui regrette d'ailleurs que la Tunisie envisage une telle mesure. Elle dénonce des fatwas marginales venus du Maghreb. Selon un membre de l'Azhar, la Tunisie poursuit son abaissement de la dignité de la femme en s'attaquant aux constantes de l'islam. Al-Azhar redoute l'abolition de la dot, aurait imaginé une simple baisse de son montant. La brouille semble anecdotique, mais Al-Azhar profite de cet épisode, Nazir, auditrice auditeur, pour s'autoproclamer unique référence en matière de fatwa, elle qui avait laissé, on s'en souvient, à l'été 2017, le grand moufti d'Égypte autoriser l'aumône pour financer l'armée. L'Égypte, dont l'armée, rappelons-le, chassée par la force des frères musulmans, il distribue donc les bons et les mauvais points. Les pays musulmans, avec des pays musulmans à la solde des savants, des dictateurs, donc à la solde des dictateurs qui préparent, donc dans 2 mois, pour ne citer que El-Sisi, une présidentielle qui s'annonce être une mascarade. En Égypte, on emprisonne sans vergogne des journalistes, où l'on torture dans les prisons, où l'on bafoue les droits humains. La religion n'est qu'un escabeau sur lequel le maréchal Sisi n'hésite pas à s'essuyer les pieds, pour le coup. Voilà, une petite brouille, j'allais dire, pour pas grand-chose. Et ce qui a occasionné d'ailleurs une information qui a été très vite démontée, parce qu'on avait appris que Al-Azhar avait retiré la Tunisie donc des pays musulmans. Finalement, Al-Azhar a démenti. Alors Nadir, sur toute cette brouille que j'ai tenté d'expliquer, d'éclaircir, quel est ton avis ? Oula, t'as dit pas mal de choses. Donc cette brouille, bon, c'est toujours malheureux quand 2 pays avec une forte communauté musulmane se disputent. Bon, après là, c'est pas le peuple, c'est toujours pareil, ce sont les dirigeants, que ce soit politique ou religieux. Après, concernant la dot en elle-même, que la Tunisie souhaite abolir cette pratique, parce que c'est une pratique qui fait partie des obligations de mariage. Sachez que les Tunisiennes, par exemple, ont la possibilité maintenant de se marier avec des non-musulmans depuis l'année dernière. Ouais, mais bon, après, l'islam, en fin de compte, l'interprétation de l'islam est assez complexe, parce que je vais pas dire qu'il y a autant d'interprétations que de musulmans, mais il y en a tellement que ça peut amener des divergences et des embrouilles entre pays. Mais bon, je vois pas pourquoi l'Égypte se mêle des affaires de la Tunisie, que chacun reste indépendant dans sa façon de fonctionner, tant politiquement que religieusement. Alors, c'est pas l'Égypte en tant que politiquement parlant, oui, c'est les références religieuses, oui, Al-Azhar, les références religieuses. Unique référence religieuse dans le monde mais bon, il y a musulman, tellement à dire sur l'Égypte que moi personnellement, il y a pas à développer là-dessus, que chacun voit midi à sa porte. L'Égypte n'est pas un référent en termes démocratiques ou même religieusement, même s'ils l'ont été à une époque. Quand on voit un petit peu dans quelles circonstances Sisi a pris le pouvoir, qui commencent par eux-mêmes et puis qui donneront des leçons. Coup d'État, on peut parler de coup d'État, n'hésitez pas. Coup d'État, sans parler des morts, des condamnations à mort. Si c'est ça leur islam, bon, qu'ils le gardent. Moi, j'ai une autre vision de ma religion. Je pense qu'ils ont qu'une leçon à donner pour la Tunisie. Par contre, c'est vrai, comme je dis, que concernant
les obligations pour le mariage, la dot en fait partie. Après, c'est symbolique. Après, c'est aussi il y a le côté culturel. Il y a des pays, même dans des pays, il y a plusieurs façons d'apporter une dot. Il y a des gens qui vont demander des milliers d'euros, des millions. Après, c'est vrai que ça peut s'apparenter à de l'achat, mais c'est traditionnel, c'est religieux. C'est qu'une partie des conditions pour se marier et c'est pas la partie la plus importante. C'est surtout le symbole d'apporter de l'argent, ou ça peut être autre chose que de l'argent. Je pense pas que ça se limite à de l'argent. Hein. Fut un temps, je crois que c'était de l'or, ça pouvait être des vêtements. C'est surtout en fonction des capacités du marié. Donc après, bon, c'est une affaire qui n'est pas une affaire. Après, comme je dis, les interprétations sont multiples en islam. C'est ça pour pas grand chose finalement. Ouais, je pense qu'il y a autre chose qui peuvent être prioritaires en Égypte ou en Tunisie, hein, notamment le chômage, l'éducation, la santé, les infrastructures. Après, rebondir sur l'aspect religieux, je pense qu'ils n'ont pas de leçon à donner à la Tunisie à ce niveau-là. Karim, bonsoir. Bonsoir Karim, j'allais t'appeler Karim, tu vois, mon cher Christophe. C'est toi Karim, moi c'est Christophe. Oui, bonsoir Monsieur Nadir. Bonsoir. Donc moi j'écoute là, j'étais en train d'écouter, je me rasais quand j'écoutais le fameux Joseph, mais moi je crois que j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Alors il avait un accent tel que j'ai rien compris à ce qu'il a dit, mais d'après la dame qui est passée derrière, apparemment il nous reprochait de considérer la France comme un pays raciste. Bon bah écoute, chacun son opinion. Mais ce que je voulais dire, vous appelez, vous savez, il a qu'à lire le livre de Gunther Wallraff qui s'appelait Dans la peau d'un noir. Je sais pas si quelqu'un le connaît ce livre. C'est un mec qui s'était il avait tout fait pour avoir la peau d'un noir. C'est un blanc. Et puis, c'était un Allemand. Mais qui est mort, je crois, il y a pas longtemps, hein. Il a fait une lettre il y a pas longtemps, c'est un Allemand. Il a écrit ça dans les années 50 et il a vécu dans la peau d'un noir parce que personne ne voulait le croire quand il parlait du racisme noir. Et il s'est fait casser la gueule, il s'est fait, il est passé partout. Il leur a dit, voilà ce que c'est. Faudrait qu'un jour quelqu'un le fasse, hein, ici, pour leur montrer ce que c'est que la vie d'un musulman. Je dis bien d'un musulman, je parle pas d'un blanc, ou d'un bonzé, parce que ça devient vraiment de pire en pire. Mais moi, je veux simplement dire, j'ai entendu Christophe tout à l'heure qui citait une députée, Sonia, je sais pas Sonia Krimi, Karim. Oui, ben moi, j'ai parti à mon âge, hein, maintenant, moi, je retiens plus les noms. Mais j'ai retenu que c'était Sonia, une Tunisienne, d'après ce que tu vas dire. Enfin, bref. Mais moi, je suis quelqu'un de gauche, hein, je vote Mélenchon, par exemple, je suis pas du tout de droite. Mais je comprends pas qu'on puisse continuer à faire ce procès à la France, de dire, la France, elle doit faire ceci, elle doit faire cela en matière d'immigration. Et c'est pas Jean-François ou Bertrand ou Jean-Louis qui vous le dit, hein, c'est Karim. Donc, je suis bien placé pour parler de ces choses-là et on pourra pas dire que conclusion, Karim, j'ai la pub, conclue. Oui, je voudrais dire que la France a le droit d'accueillir qui elle veut chez elle, et je comprends pas qu'on lui fait constamment ce procès et qu'on ne fait jamais le procès aux pays maghrébins de ne pas donner ce qu'il faut à leurs ressortissants pour qu'ils puissent vivre chez eux dignement. Merci Karim. La France a commencé par geler les avoirs des dirigeants algériens, elle serait déjà un grand pas vers l'arrêt de l'immigration algérienne. Voilà. Bon, Karim c'est dit. Comment ça, c'est plus compliqué que ça, Nadir? Ah, c'est plus compliqué que ça, parce que l'immigration, s'il y a une immigration, c'est qu'il y a une raison. On immigre pour des raisons économiques, pour des raisons de guerre, pour un ensemble de choses. Il y a un moment, on peut comprendre la posture de certains Français du fait de croire, je me dis de croire, que la France recueillerait plus de réfugiés ou d'émigrés que d'autres. Bon, c'est pas tout à fait le cas. Et on est de retour dans un instant, on va ouvrir notre débat sur les familles recomposées. Vous êtes concernés, vous en connaissez. Apportez-nous des témoignages, on en parle au 01 40 33 9000, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Soyez les bienvenus sur France Maghreb 2 pour Retour à la maison et merci de votre fidélité plus que jamais à l'écoute du Grand Forum, de votre émission qui vous ressemble mais aussi et surtout qui vous rassemble, chers amis auditrices, auditeurs. Tous les jours nous sommes là à vous, à votre écoute, vous accompagner pour essayer, de décortiquer l'actualité, mais aussi des sujets de notre vie quotidienne. Ensemble, on en parle, bien sûr, sans langue de bois, en toute liberté et surtout avec respect, c'est important. Vous nous appelez pour ce faire, le numéro de téléphone 01 40 33 9000. Bien sûr, pour nous joindre dans un instant, notamment pour nous parler des familles recomposées. On va ouvrir ce dossier parce que il y a une explosion de divorces constatée et on voit qu'il y a quelques difficultés d'adaptation, notamment dans les familles recomposées. Est-ce que pour une femme qui est divorcée, qui a des enfants, est-ce que c'est compliqué pour retrouver un homme avec qui partager sa vie, qui plus est, qui a des enfants? Les enfants de madame et de monsieur, ne s'entendent pas toujours, donc ça occasionne
des situations un peu, des tensions, voilà, des situations un petit peu compliquées. Donc vous pouvez nous apporter vos témoignages, bien sûr, dans un instant, dans cette émission du Grand Forum sur France Maghreb 2. Je crois que Nadir, tu voulais finir donc sur ce que nous évoquions juste avant la pub, ou t'as tout dit? Alors c'était quoi? T'es sur quel sujet? Eh ben, on parlait notamment des migrants par rapport à Karim. Voilà, Karim qui disait la France peut choisir les migrants qu'elle veut, quoi. Non, mais heureusement que chaque pays est indépendant et maître de son devenir, notamment par rapport aux flux migratoires. Mais après, c'est la façon, c'est toujours pareil. Et puis surtout, ce qu'on laisse paraître, on donne cette impression d'invasion. On fait croire aux Français que la France est envahie d'immigrés. C'est pas vrai. La Turquie ou l'Allemagne ou d'autres pays scandinaves ouvrent leurs portes bien plus que la France. On fait croire qu'il y a une invasion. Après, il faut distinguer l'immigration économique, celle qui va apporter éventuellement des ressources pour la France, et tous les réfugiés dus aux guerres. Et donc à partir de là, il faut distinguer les choses. Mais après, la France, son point de vue, il est aussi paradoxal, parce que d'un côté, elle fait croire qu'elle se plaint de ce flux, mais aussi elle est aussi responsable d'une partie de ce flux, notamment quand on regarde un peu la Libye, qui a déstabilisé la Libye. C'est la France. Donc maintenant, ça a un coût qui va être en milliards, parce que c'est pas quelque chose qui va se résoudre dans l'instant. Ça va durer des années. Donc la France, faut qu'elle assume la position qu'elle a prise quand elle est partie en guerre toute seule en Libye, qu'elle a déstabilisé ce pays. On voit l'Irak, l'Afghanistan et d'autres pays qui ont été déstabilisés. Pour se remettre d'une guerre, ça prend pas 5 ans ou 10 ans. Parfois c'est très long, c'est très long, et ça peut prendre plusieurs générations. Donc il faut prendre aussi en partie, ou il faut prendre en compte cette partie-là, le fait d'avoir déstabilisé ces pays. Et si on veut résoudre, et notamment l'immigration, il faut aussi se pencher là-dessus, essayer d'être pragmatique, juste, honnête, notamment par rapport à l'histoire, et trouver une solution pour que éventuellement chacun reste dans son pays. Mais pour rester dans son pays, il faut trouver des conditions qui permettent de rester, de vivre dignement, et c'est compliqué parce qu'il y a des problèmes qui sont géopolitiques, notamment des intérêts économiques de certains pays qui sont pas dits ouvertement, et qui en douce font des choses contrairement à ce qu'ils peuvent expliquer publiquement. Bon, allez, je vous rappelle aussi la question du jour, hein, Jawad Ben Daoud, qui est en procès, vous le savez, jusqu'à la semaine prochaine. Est-ce que selon vous, il connaissait donc les personnes qui logeaient, donc ce logeur de Saint-Denis, sur leur situation, à savoir qu'ils étaient donc terroristes? Eh bien, vous répondez oui sur Facebook, ou non d'ailleurs sur France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter LGF officiel. Pour l'heure, avant d'accueillir vos appels pour parler des familles recomposées, eh bien un petit tour par le zapping, et on peut dire qu'il y a une affaire qui fascine les médias donc depuis quelques jours. C'est l'affaire Jonathan Daval. Voici l'analyse de Roland Coutenceau, qui est expert judiciaire. Il a été pris à son propre piège, c'est ce qu'il déclare. Écoutez. Quelque chose de dramaturgique là. Et puis on voit, tout le monde se dit après quelle va être la réaction des parents. Donc pour en revenir un petit peu, la personne met en place un mensonge qui se révèle un piège infernal. Donc quelque part, il est le dindon, y compris parce qu'aujourd'hui, beaucoup de ceux qui nous écoutent, ils vont pas essayer de comprendre, ils vont dire, la question que j'entends, c'est comment un homme peut participer à une marche blanche concernant sa femme alors qu'il sait que c'est lui. Mais en même temps, la prise de conscience, et si quelqu'un d'autre est mis en examen, on voit bien la conscience. Est-ce que je vais me dénoncer à ce moment-là? Est-ce que je craque à ce moment-là? Ou même, regardez, moi je pense que c'est un garçon ordinaire. Il y a des hommes violents dans le couple où finalement les enquêteurs se disent bon, ça nous étonne pas trop de lui. Mais là, on a un personnage intéressant qui est relativement banal, humain, et donc ça lui ressemble pas. Ça lui ressemble tellement pas que les parents ont, même hier soir en garde à vue par leur avocat, soutenaient ce garçon. Voilà. Donc, mais je crois que la question d'un homme comme ça, c'est à quel moment je vais craquer quand je vois la marche infernale de ce que mon mensonge a mis en place. Et une marche blanche, c'est le summum de... Là, le meurtrier, regardez comme ce village a changé. Avant, le meurtrier était quelqu'un, c'est pas chez nous, même au-delà du... C'est-à-dire c'est quelqu'un de l'extérieur, un serial killer, un serial violeur. Et puis finalement, tout d'un coup, ça implose. C'est quelqu'un du village et c'est le mari. C'est un thème de film, c'est un passage-là qui a un côté hors norme dans sa dramaturgie. Voilà pour ce témoignage, en tout cas, mon cher ami Nadir, cette analyse de cet expert judiciaire.
Dans la rubrique coup de gueule, tiens, je vous propose d'aller à l'Assemblée nationale. Ça s'est passé hier lors de la séance de questions au gouvernement. Le député François Ruffin a poussé un coup de gueule sur les hôpitaux et leurs conditions de travail, en sortant même d'ailleurs le carnet de chèques. Écoutez. Partout, à Paris, à Bordeaux, à Marseille, à Strasbourg, les hôpitaux craquent. Les médecins s'alarment. Qu'avez-vous à leur offrir? De la compassion, ça oui, vous en avez. Et je l'admets, ça vaut mieux que le mépris. Mais que prévoit concrètement votre budget de la sécurité sociale? 0 création de postes, 1,6 milliard d'économies. Quand, rappelons-le, il faut toujours le rappeler, et nous comptons bien vous le rappeler durant 5 années, cet automne, vous avez trouvé 5 milliards en toute urgence. Mais c'était pour les riches, pour supprimer leur impôt sur la fortune. Pour les pauvres, c'est toujours en millions. Pour les riches, c'est en milliards. Alors, Madame Buzyn, nous vous le demandons, délaissez un instant les belles paroles. Ne me répondez même pas un mot, pas une phrase. Je n'en serai pas outré. Faites simplement un geste. Sortez le carnet de chèques. Merci, monsieur le député. Voilà, c'est François Ruffin donc qui a poussé un gros coup de colère, et pour le coup, je le partage, il est tout à fait légitime, parce que pour connaître des personnes qui travaillent dans les hôpitaux dans des conditions absolument désastreuses, il y a un manque de personnel criant, et voilà, c'est consternant, et voilà, bravo en tout cas à François Ruffin. Hein, le sujet qui a concerné tous les médias depuis 2 jours, l'EHPAD, c'est la même chose que les hôpitaux. Il n'y a pas de moyens humains, il n'y a pas de moyens financiers aussi importants que les défis d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que le gouvernement doit vraiment prendre ce sujet à bras le corps et répondre aux attentes, parce que c'est la société. Parce qu'il est très important. C'est 7 millions de personnes qui fréquentent les hôpitaux en France quand même. C'est primordial pour la société française. Bon, en tout cas, je vous épargne dans le zapping aujourd'hui Gérald Darmanin et la difficulté de la droite de condamner ou pas d'ailleurs le fait qu'il reste au gouvernement. Ils sont un petit peu pris entre deux sacs. Vous avez d'un côté Laurent Wauquiez qui demande son départ, et puis d'autres qui sont un peu plus mesurés en disant voilà, on va pas commencer à s'immiscer dès qu'il y a une affaire, une présumée, une accusation présumée, à commencer à s'immiscer. Donc la droite très embarrassée par l'affaire Gérald Darmanin. On va maintenant ouvrir ce dossier de sujet de société, parce qu'on va de temps en temps comme ça en ouvrir. Ça permet aussi de changer et de parler de la vraie vie aussi, et pas forcément celle de la politique qui peut parfois nous emmener dans tous les sens. Mais parler de la vraie vie, c'est parler de ces familles recomposées. Pourquoi? Parce qu'on a enregistré et constaté un nombre record de divorces aujourd'hui, Nadir. Et donc après ces divorces, beaucoup font le choix de refaire leur vie avec une femme ou un homme. Donc d'où les familles recomposées, parce que pour la plupart du temps, quand on divorce, on a des enfants. Et pour une femme, d'avoir des enfants, de se remarier, ça peut paraître parfois très compliqué. Qui plus est, si vous trouvez aussi un mari qui a lui-même aussi des enfants, des cohabitations qui peuvent parfois engendrer quelques difficultés. Donc, d'où vos témoignages. Aujourd'hui, on en parle et sans langue de bois, avec vos témoignages, tranquillement, direct à l'antenne, au 01 40 33 9000. On va prendre Fatima, je crois, qui est avec nous. Fatima? Bonjour Christophe, bonjour à Nadir. Bonjour Fatima. Tout d'abord, je voudrais remercier Nadir pour son analyse sur les réfugiés. Sa réponse à Karim, je crois. Il prétend s'appeler Karim. Moi, d'ailleurs, Nadir a tout dit avec Saha. Si les Européens n'ont pas, comment dire, je veux pas être vulgaire, n'ont pas mis la pagaille dans les pays arabes et africains, comme vous dites, comme la Libye, comme l'Irak, comme ceci, il n'y aurait pas tout ce flux de gens qui partent de leur pays. Parce qu'avant, on n'entendait pas les Syriens, les Irakiens, les ceci venir en Europe. Fatima, ça ne vous aura pas échappé qu'on a changé de sujet, hein? Non, je voulais juste répondre à Karine, si vous me permettez, Christophe. Parce que le jour où ils arrêteraient de placer des pantins à la tête des pays africains comme l'Algérie, comme la Tunisie, comme ceci, cela, et ben là, les gens ne partiront plus. Parce qu'ils qu'est-ce qu'ils vont faire, hein? Ils peuvent rien faire. Il y en a qui sont pas violents. Il y en a qui sont violents, ils se laissent pousser une barbe et ils deviennent violents. Mais il y en a d'autres qui sont pas violents. Alors ils se disent la meilleure des choses, il faut qu'on aille ailleurs. Donc, je te remercie, Nadir. Et je dis à pseudo Karim que les Algériens,
Ils n'ont pas besoin de la France. Il y a ceux qui étaient là. Et la France, elle a été 131 ans ou 132 ans en Algérie. Ouais. Donc nous aussi, on va rester 135 ans, le temps que notre pays se relève, et après on repart. Merci Fatima. Voilà. Bon, petite aparté, ma chère Fatima. 01 40 33 9000 pour nous appeler vos témoignages. Nadir, sur les familles recomposées, peut-être que tu as le cas de personnes que tu connais. Non, parce que bon, je voulais pas rentrer dedans, mais c'est aussi mon cas. Après, c'est vrai que c'est une réalité de la société française aujourd'hui. Il y a de plus en plus de personnes qui divorcent. C'est l'époque qui veut ça. Après, c'est vrai qu'il y a des problématiques qui sont liées à ces situations, notamment pour les mères, parce que c'est souvent, je crois, majoritairement les mères qui ont la garde des enfants. Donc c'est elles qui supportent le plus cette situation, tant par rapport à l'éducation des enfants, le logement, les revenus, tout un ensemble de choses qui sont liées en général à la responsabilité des parents. Mais quand c'est un parent, une mère qui a cette responsabilité, c'est plus compliqué. Donc c'est vrai que l'État devrait prendre aujourd'hui la mesure de cette situation qui peut amener des grandes difficultés par la suite, notamment par rapport à l'éducation des enfants, aux moyens qu'on peut donner aux mères pour éduquer leurs enfants le plus convenablement possible. Ouais. Je pense que il devrait avoir des enquêtes parlementaires pour faire un point sur la situation, parce que je pense que c'est une situation malheureusement qui va continuer à se dégrader. Ça va pas s'améliorer au vu de ce qu'on voit, de ce qu'on comprend. Donc je pense qu'il est urgent que les parlementaires se penchent sur cette situation pour trouver des solutions, comme je dis, tant pour le logement, pour l'éducation, pour les moyens, pour les vacances, pour les vêtements. Comme je dis, c'est généralement les femmes qui s'occupent de tout ça, donc ça peut être très compliqué pour elles. Donc je pense Nadir, il y a aussi une autre problématique, c'est qu'une femme aujourd'hui, parlons clairement, qui est divorcée et qui a des enfants, pour se remarier, surtout qui plus est dans les traditions, etc., c'est très compliqué. Ah, culturellement, tu veux dire par rapport aux Maghrébins ou voilà, bien entendu. Ah oui, non, ça c'est clair. Faut parler vrai, quoi, tu vois. C'est sûr que pour certains, il y a la culture qui pose un problème. Vos témoignages, en tout cas, on les attend. 01 40 33 9000. Religieusement, normalement, c'est pas un problème, mais culturellement, ça peut l'être. C'est vrai qu'il y a des mentalités. Quels sont les problèmes constatés, par exemple, lorsqu'on est une famille recomposée, que l'on a chacun, donc le couple, chacun du couple, des enfants? Par exemple, ça peut être compliqué, notamment quand on a des enfants qui sont assez âgés ou qui sont adolescents. On connaît la période assez critique de l'adolescence. Est-ce que c'est parfois compliqué? Est-ce que les enfants des deux conjoints s'entendent? Ah bah après ça dépend de l'intelligence et le rôle aussi que peut avoir le conjoint vis-à-vis des enfants de l'autre. Ouais, tout à fait, c'est à l'intelligence des parents. Si les parents vivent une certaine harmonie et sont capables de la montrer au quotidien, je pense que ça va influencer les enfants des deux côtés, et ça peut apporter des éléments qui peuvent être dans le bienvenu par rapport à cette nouvelle façon de vivre. Après, c'est compliqué parce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en compte, comme je t'ai dit, le logement, le fait de ne pas être en permanence avec les enfants, de savoir après que les enfants peuvent s'entendre entre eux. Tu sais, en général, les enfants sont plus, sont moins, comment dirais-je, touchés par rapport au quotidien et aux difficultés de la vie, donc il y a des éléments qui vont pas rentrer en compte, donc ils vont peut-être plus facilement s'adapter entre eux que des parents pourront adopter ou adapter ou concilier leur vie avec d'autres enfants. C'est-à-dire quand on est adolescent, quand on a ses parents qui se sont séparés, qui divorcent, et quand on a par exemple, je prends l'exemple de la mère, mais ça peut être exactement l'inverse avec le père, un beau-père ou une belle-mère qui entre à la maison, bah ça peut paraître parfois très compliqué à gérer pour un enfant. Ah, surtout au début, oui, bien sûr. Parce que comment trouver sa place, comment essayer de je vais pas dire se faire aimer, mais en tout cas se faire respecter auprès de l'enfant de son conjoint. Ça peut être compliqué parfois. Vos témoignages là-dessus nous intéressent au 01 40 33 9000. Nadir, comment fait-on justement pour essayer de prendre sa place, de prendre ses marques? C'est vrai qu'au premier abord, pour les gens qui vivent pas comme ça, ça peut être très compliqué, mais ça peut être aussi très facile, parce qu'il faut pas chercher à imposer quoi que ce soit, chercher absolument à se faire aimer. Je pense que c'est pas la bonne solution. Maintenant, s'il y a un couple qui s'est créé, et c'est aux enfants de comprendre que
ce couple leur permettra, malgré cette situation, de trouver un équilibre, parce que c'est toujours la chose qu'il faut rechercher, l'équilibre. Des deux côtés, c'est pas les enfants, mais ils sont amenés à vivre ensemble, que ce soit le temps d'un week-end ou de façon permanente. Donc, comme je te disais, c'est à l'intelligence des parents, sans chercher à remplacer le père ou la mère qui est parti. C'est des adultes qui récupèrent une situation, qui vivent une nouvelle situation particulière. Donc, c'est le plus important, c'est ce que seront capables de démontrer les parents. Après, les enfants, je t'ai dit, en termes de ça peut être moins compliqué que des adultes. Ça peut être plus facile pour des enfants de vivre ça que des adultes. Témoignage de Zaya qui nous appelle du Havre au 01 40 33 9000. Bonsoir Zaya. Oui, bonsoir Christophe. Je vous appelle sur le sujet question. Voilà, j'ai fait l'expérience. J'ai divorcé avec mon mari. J'avais 3 enfants, dont 2 adolescents. Et quand mon mari s'est remarié, il a ramené du blé. Et aussitôt arrivé chez mes enfants ont quitté le domicile. Et donc ils sont venus habiter. Parce que mes enfants, ils n'acceptaient pas que cette personne-là ait pris ma place, vivait dans où j'ai vécu pendant des années. Donc mes enfants sont partis. Ils sont partis habiter avec vous, c'est ça? Non, parce que mes enfants, ils avaient 18 ans. D'accord. 17 ans et demi et 18 ans. D'accord. Donc ils n'ont pas supporté l'arrivée de cette nouvelle femme au sein du domicile dans lequel ils ont grandi depuis tout petit. Parce que pour eux c'était pas supportable. Pour eux, elle mangeait dans mes assiettes. C'était ça. Et vous n'avez pas pensé à refaire votre vie? Vous n'avez pas eu l'occasion de le faire? Non, n'en est pas question. Ni l'envie. Je suis partie. J'avais ma fille qui avait 14 ans. Non, il n'en était pas question que ma fille puisse vivre avec quelqu'un d'autre que son père. Merci Zaya. Oui. Je peux vous donner des tas d'exemples dans les mêmes situations que moi. J'ai ma soeur. On a été coupé avec Zaya. Je peux donner un exemple, moi j'en ai un autre. Oui, vas-y, alors parle-nous d'un autre exemple. L'exemple, j'y ai pas pensé tout de suite, mais moi j'ai vécu ça après le décès de ma mère. Mon père s'est remarié avec une femme qui est venue d'Algérie. Ça s'est passé correctement, on va dire, les 6 premiers mois, et après ça a été un cauchemar parce que ma belle-mère ne voulait pas d'enfants et n'a jamais accepté, ne nous a jamais accepté. Donc ça a été des conflits permanents. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est compliqué par rapport aux enfants. Faut pas oublier que tout le monde va être affecté, les enfants comme les parents, ou la nouvelle situation qui s'offre à eux. Mais c'est très compliqué parce que si les parents ne sont pas dans cette optique d'accepter les parents, même si c'est pas les leurs, c'est sûr que ça va amener des problèmes. Ça c'est la base. Alors aussi, on peut parler d'une autre problématique. Je sais que j'entends autour de moi aussi des femmes qui ont des problèmes avec les belles familles, parce que quand on est une femme divorcée, qu'on se remarie, donc on a nos enfants, effectivement, comme on le disait tout à l'heure. Et parfois les belles-mères ont du mal à accepter les enfants de la femme en question. Autre témoignage, Nadia qui nous appelle de l'Oise. Bonsoir Nadia. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc moi je suis pas remariée mais divorcée. Mais je voulais témoigner parce que remariage, il faut pouvoir. Je suis maman de 3 enfants et dans la communauté maghrébine, un homme qui rencontre une femme divorcée avec 3 enfants, ça le fait fuir. Parce que pour lui, c'est une femme qui cherche quelqu'un pour élever ses enfants, pour subvenir aux besoins. Alhamdoulilah, j'ai mon travail, j'arrive à subvenir, mais c'est la réalité. Dès que je dis 3 enfants, ça faisait fuir. Au jour d'aujourd'hui, j'ai arrêté de chercher. Donc voilà, je me suis fait une raison. Mais c'est une réalité. C'est beaucoup plus difficile pour une maghrébine divorcée de refaire sa vie que pour un homme. C'est ça, moi je l'entends, mais c'est vrai que c'est surtout culturel, hein, vous le disiez, chez les Maghrébins. Et puis, 3 enfants, ça fait, je vous assure que ça fait fuir. Ah oui, mais ça, entre guillemets, c'est pas que je peux le comprendre, mais je l'entends parce que je me mets à la place de l'homme, de se dire voilà, d'arriver déjà dans une situation où il y a déjà des enfants, ça peut lui faire peur. Mais bon, après, c'est à l'intelligence de la personne, hein, quand on aime une personne. Voilà. Après, autre chose. Madame, pardon, Nadia, pardon. J'en connais des personnes qui ont effectivement divorcé comme vous, qui ont 3 enfants et des petits en plus, et qui se sont remariés et qui vivent parfaitement heureux, j'allais dire. Alors, ce n'est pas non plus sans épargner
le fait que par exemple pour le mari qui n'a pas d'enfant, pour citer cet exemple, qui a pris une femme avec 3 enfants, s'est fâché avec toute sa famille parce qu'ils n'ont pas accepté. Voilà. Oui, parce qu'il l'accepte pas. Ah oui, donc ça c'est la bêtise, mais bon, ça fait partie des choses à savoir aussi. Nadia, oui. Exactement. Après, je voulais témoigner d'autres choses. En fait, au jour d'aujourd'hui, nous on a eu l'intelligence avec mon ex-mari de garder de bons rapports. Au jour d'aujourd'hui, je le pousse à se remarier, parce que moi je peux pas gérer les enfants, mais lui il est tout seul. Or, c'est les enfants qui n'acceptent pas. Ah oui. Ouais. Parce que voilà. Est-ce que vous pensez vraiment peut-être un petit peu plus tard, j'allais dire quand vos enfants seront plus grands, éventuellement de refaire votre vie, parce que vous avez effectivement votre vie de maman, mais vous devez pas non plus exclure votre vie de femme. J'ai plus cette frustration, mais j'ai pas fermé la porte. Voilà, d'accord, la porte reste toujours ouverte. Très bien. Reste ouverte. Après, je vais vous dire, je vais pas prendre un homme juste pour avoir un homme. J'ai compris. Voilà, je m'en sors très bien avec mes enfants, éducation, à tous les niveaux, je m'en sors très bien. Mais voilà, quelqu'un qui va être moralement, je veux dire ce que j'attends. Je vais pas me marier juste pour me marier. Oui, j'ai compris. Merci beaucoup, en tout cas, Nadia, et bon courage, et merci de nous avoir livré votre témoignage. Au revoir, Nadia, à bientôt du côté de l'Oise. 01 40 33 9000, c'est vrai que finalement, au travers des témoignages que nous avons eus, mon cher Nadir, c'est finalement des situations qu'on connaît, quoi, qu'on côtoie. On a tous autour de nous, des gens qui sont concernés. Alors, peut-être un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Moustapha Damien. Bonsoir Moustapha Damien. Alors c'est peut-être intéressant d'avoir l'avis d'un homme, tiens, pour le coup. Ouais, voilà, pour moi je suis pas divorcé ou quoi, bon j'ai dans mon entourage qui sont divorcés. Ouais. Après c'est très dur pour une femme de retrouver un homme, de se remarier, surtout quand elle a des enfants. Et pour un homme aussi c'est aussi dur parce que ce sont pas ses enfants, il y a toujours un conflit entre ses enfants et les beaux-parents, enfin toujours, souvent, c'est pas toujours, mais il y a souvent un conflit qui se crée parce que bon, voilà, les enfants aussi, on n'accepte pas souvent que leurs parents divorcent et n'acceptent pas non plus une nouvelle personne qu'ils connaissent pas dans leur vie, en fait. Tu comprends? Ouais, non mais je comprends bien sûr, mais c'est la difficulté, c'est pour ça qu'on avait décidé d'en parler avec vous. À savoir, chez nous, dans une communauté maghrébine, une communauté musulmane, un homme qui marie une femme qui est divorcée ou qui est veuve, qui a des enfants, il y a une très grande récompense vis-à-vis de Dieu parce que c'est un... Exactement. Bravo Moustapha. C'est pas interdit, au contraire, chez nous, c'est... Non, mais bien sûr, mais faut... De toute façon, on m'a toujours dit, Moustapha, vous savez, je vais vous dire un truc. On m'a dit, si tu veux avoir des réponses à tes questions en matière de religion, il faut que tu procèdes avec la logique. Tout ce qui est logique est religieux. Tout ce qui ne l'est pas, ne l'est pas. Exactement. Voilà. Donc ça paraît extrêmement logique, effectivement, ce que tu dis. Donc ça peut évidemment... Puis il faut arrêter d'utiliser la religion pour parfois ne pas faire ou faire quelque chose, hein, tu vois. Exactement, voilà. C'est pas... Mais en tout cas, bravo de l'avoir rappelé, Moustapha. Pas les choses, au contraire, exactement, vous avez tout à fait raison et merci d'avoir souligné ce point très important, Moustapha Damien. Je sais pas parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, chez nous, nanana. Oui, je sais, mais ça, ce sont des ignorants, il y en a un paquet. J'ai un ami, son père, quand il s'est marié avec la mère de mon ami, cette femme était veuve avec un enfant et il a accepté l'enfant comme son fils et ça se passe très bien. L'enfant c'est l'aîné et ça se passe super bien. Celui qui n'est pas son fils de cette personne, enfin qui sont demi-frères, mon ami, s'entend très bien avec ses frères, avec son beau-père. Il a une famille aussi. Ça se passe super bien. Il y a pas de, c'est pas, faut pas généraliser des cas qui sont. Effectivement. Merci Moustapha en tout cas pour ton témoignage depuis Amiens. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, écoutez, je pense qu'on sera amené à en reparler parce qu'il y a beaucoup de témoignages pour le coup dans cette émission pour ce sujet en particulier. Et on souhaite évidemment tout le bonheur du monde à tout le monde. Ça, c'est l'essentiel. Et puis, beaucoup d'intelligence, une bonne dose d'intelligence pour que tout ça, j'allais dire, se marie bien, sans jeu de mots d'ailleurs, pour que tout le monde puisse trouver sa place. C'est un peu ça l'essentiel dans les familles recomposées, et qui pour le coup est récompensé. Surtout par rapport aux enfants. Oui, surtout par rapport aux enfants. Faut pas faire n'importe quoi. C'est vrai, comme disait Nadia, on peut pas. Voilà, ma porte n'est pas fermée, mais j'ai pas envie de me marier pour me marier. Et quand on a des enfants, on a une responsabilité qui est davantage. Et il faut faire extrêmement attention. Et les décisions du mariage, pour moi en tout cas, ce n'est que mon avis, c'est vraiment pas une décision à la légère. Personnellement, j'ai mis quelques années à me décider. Et c'est un engagement. Et alhamdoulilah, ça fait presque 20 ans maintenant, donc. En espérant que ça soit jusqu'à la fin, quoi. Ça se fête, ça, 20 ans? Pas tout à fait, mais presque, quoi. Mais ouais, ça se fête. Je sais pas. Bien sûr, il y a aucun problème. Allez, dans un instant, coup de cœur de notre ami Nadir Kaya et surtout Libertad. 01 40 33 9000.
C'est vous qui avez la parole plus que jamais dans cette émission. Je vous souhaite vraiment la bienvenue et je vous remercie. Merci beaucoup à toutes et toutes, de Pantin au Havre, en passant par Orléans, Marseille, au Canada et Paris, de nous écouter chaque jour un peu plus. C'est votre émission, messieurs, dames, c'est la vôtre, donc vous y participez, vous y apportez votre petite pierre à l'édifice, et Dieu sait qu'elle est importante. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Dans un instant, messieurs, dames, Libertad, allez-y, vous pouvez vous rapprocher de votre téléphone, on va vous écouter dans un instant. 01 40 33 9000 pour l'heure. Voici le coup de cœur de Nadir Kaya. Jingle. France Maghreb 2, le coup de cœur. Nadir, tu vas nous parler de l'association Banlieue Plus qui va avoir un stand au Salon du Livre. Ouais, alors attends, parce que là j'essaie de faire partir l'enregistrement, c'est bon. Oui, ça va faire 3 ans qu'on a un stand au Salon du Livre du Maghreb. Aujourd'hui c'est le Maghreb Orient des livres, donc pour l'année 2018. Donc on va avoir un stand où on pourra retrouver Asma Rako Mom, qui est la première gagnante du prix Banlieue Plus, suite aux ateliers d'écriture, avec son livre qu'elle a édité, qui s'appelle Le Fils de Zawa. Et on aura également Miroir de vie, qui est un recueil collectif de tous les participants de l'année précédente, sous la tutelle de Julien Wagner, qui est journaliste et écrivain, qui a conduit les ateliers pendant 2 ans. Il y aura également Zora Benali, qui est la coordinatrice de l'association et responsable, entre autres, des ateliers d'écriture. Donc voilà, ça fait plaisir de pouvoir avoir... C'est où et quand ? Ça commence vendredi après-midi, c'est à l'hôtel de ville de Paris. Donc pour nous ce sera à partir de 16h45 au stand de l'auteur, l'éditeur le Lamentin. Donc vous pourrez voir les 2 livres qui sont sortis des ateliers d'écriture, notamment celui de Asma Rako Mom, Le Fils de Zawa, et Miroir de vie, un recueil collectif de tous les participants de l'année dernière. Donc voilà. À partir de vendredi, donc à l'hôtel de ville de Paris, l'association Banlieue Plus y sera. Merci beaucoup Nadir. Merci à vous. C'est parti pour Libertad, messieurs, dames. 01 40 33 9000. Vous le savez, chaque soir, pour terminer cette émission, on vous offre la parole, la possibilité de vous exprimer, de nous dire ce que vous avez envie de nous dire, ce que vous voulez en l'occurrence, réagir à l'émission, ou peut-être nous apporter une manifestation qui se passe près de chez vous, passer simplement un bonjour, une déclaration d'amour, tiens, pourquoi pas. On parlait de divorce, on va aussi parler d'amour, c'est aussi intéressant. Bref, ce que vous voulez, 01 40 33 9000, on vous prend et sans filtrage en direct. 01 40 33 9000, France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir, Daoud, Rome-la-Maison. Salut Daoud. Comment tu vas? Ça va très bien Daoud, on t'écoute. Ah bah ouais, c'était par rapport au sujet tout à l'heure. Parce qu'en fait, je parlais avec un ami à moi. Ouais. Et j'avais une idée de sujet. Oui. Tu vois, ce sont les pères maghrébins, tu vois, d'un certain âge. Oui. Qui sont souvent à la retraite, tu vois. Et décident de lâcher, tu vois, leur famille. Ah oui. Ah oui. Oui, c'est vrai. Oui. Et du jour au lendemain, des fois mariés 20, 30, 40 ans. C'est vrai. Aller au pays et prendre une jeune femme. C'est terrible. Tu vois, je trouve ça dégueulasse pour la famille qui reste ici. Ouais. Et c'était un sujet, si tu pouvais faire un de ces 4, c'était pas mal. Bah, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Daoud. Oui. Et un dernier truc. Vas-y. Un dernier truc. Ouais. Et force aux soldats turcs qui sont en Syrie. Voilà. Merci Daoud. Merci à toi. Merci, bon courage. Bon courage. 01 40 33 9000. C'est vrai que c'est un vrai sujet pour le coup. Et là, on en connaît aussi, hein. Des darons qui ont travaillé toute leur vie, qui à la retraite décident de partir au bled pour aller se remarier avec une jeune femme. Très très jeune femme pour la plupart du temps d'ailleurs, et qui abandonne famille, femme et enfants. Ouais, on a entendu ça à une époque. Ouais. Je sais pas si ça se pratique encore aujourd'hui, mais bon, heureusement c'était des cas isolés. Franchement. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir chère madame, quel est votre prénom? Et bonsoir à votre invité aussi. Excusez-moi, je sais pas. Nadir, il s'appelle. Nadir, pardon. Voilà, votre prénom. Prénom. Nora de Paris. Nora, qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, j'avais vu un texte il y a quelques mois, enfin que j'ai gardé. Ouais. C'était un texte d'un monsieur qui s'appelle Rigoberta Menchú. Alors si vous voulez 2 secondes, je le lis. Allez, c'est pas long, hein. Alors le racisme, enfin bon, je parlerai plus préjugé parce que il y a que la race humaine, voilà. Donc bon, je lis exactement comme il a écrit. Le racisme est l'expression du cerveau réduit à sa plus simple expression. Voilà. Bah oui, écoutez, c'est pas mal. C'est très court, très éloquent. Très limpide. Voilà. Merci beaucoup. Au Nora, à bientôt. Bonne soirée, Nora, à bientôt. 01 40 33 9000. Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand, Metz, Reims, on se réveille, mesdames, messieurs. C'est Libertad. C'est votre espace de liberté, la seule émission sur la bande FM, sur le DAB et sur tous les moyens qu'il y a à disposition pour écouter la radio dans le monde. Eh bien, on vous l'offre, cet espace de liberté. Libertad. Retenez bien, c'est France Maghreb 2 et c'est surtout le grand forum France Maghreb 2. Bonsoir.
Bonsoir, Bonsoir. je suis Soraya de Torcy. Bonsoir Soraya de Torcy, soyez la bienvenue chère Soraya. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Mon message est pour tous ces parents qui élèvent les enfants seuls. Oui. Avec l'aide de Dieu toujours. Mais alors, ils ont le plus beau trésor à côté d'eux. C'est vrai. Mais souvent l'image qu'on renvoie c'est « Oh là là, mais ta vie est foutue ». Voilà, même la famille s'éloigne. Alors de là à ce qu'il y ait des âmes nobles pour accueillir ces petits, c'est rare. Ça existe, mais c'est rare. Mais en attendant, ne jamais oublier que le bonheur, c'est ses enfants autour. Un jour, ils vont grandir. Un jour, ils vont faire leur vie. Et c'est aujourd'hui qu'il faut prendre le temps de leur donner le temps parce que ce sont des enfants. Ouais, c'est le plus beau des héritages. Merci Soraya, merci beaucoup, c'est extrêmement touchant ce que vous venez de dire, merci beaucoup. Bon courage. Bon courage à vous. Je voudrais juste rajouter en disant que c'est le plus beau, le plus bel des héritages. Exactement. Eh oui, bah oui, non mais elle a tout dit je pense. Hein. Tout à fait. Voilà, 01 40 33 9000, bonsoir. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Bah écoutez fort bien, quel est votre prénom? Yanis. Yanis, il nous appelle d'où cher Yanis? J'appelle du virage d'Auteuil. Yanis, on t'écoute. Bah, je dis, rendez-vous le 14 février pour le PSG Real. Hein. Ouais, Oula, et alors, tu le sens comment, Yanis? Bah, moi, je dis que le PSG va passer. Wow. Ah, Yanis, ici c'est... Paris. Paris est magique. Ouh là là. Extraordinaire, exactement. Spécial dédicace aux Marseillais d'ailleurs. Bonne soirée à tout le monde, hein. Merci Yanis. Ciao. Ciao, ciao, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Et ouais, mesdames. Ah, ça c'est pour vous ça. C'est cadeau. Le soir, c'est soirée foot. Y a pas de Saint-Valentin. De toute façon, on s'en fout. C'est une truc commercial, non? Ok. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On en prend un dernière 01 40 33 9000. C'est maintenant. Dernier 01 40 33 9000 pour nous dire ce que vous voulez. C'est Libertal évidemment sur France Maghreb 2. Demain, on sera avec Redouane Moumini, avec Youssef Brakni et ça va être sympa aussi. Puis vendredi, il y aura Alan Zawani et Mourad Goual. Voilà pour le programme des émissions, les deux dernières de la semaine. Bon, eh ben non, on me dit que faut y aller maintenant parce qu'après j'ai l'habitude de rendre l'antenne en retard. Moi, je me fais engueuler et on va essayer de la rendre à l'heure pour une fois. Merci beaucoup Nadir. Merci à toi. Ce fut encore une très belle émission pour aujourd'hui et retour demain évidemment à partir de 16h. Soyez restés connectés bien sûr aux réseaux sociaux. Christophe le Grand Forum, Twitter LGF officiel, votre émission qui s'arrête jamais. Vous pouvez notamment nous proposer, comme l'a fait Daoud, des sujets de discussion autour de sujets de société, donc n'hésitez pas. Des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde, eh bien vous nous les envoyez sur Facebook, notamment Christophe le Grand Forum. Excellente soirée, merci d'écouter France Maghreb 2, vous avez bien raison. Personne ne vous le reproche pour le coup, il est précisément 18h, le flash de Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Le CSA retire son mandat au président de Radio France, Mathieu Gallet. Cette décision sans précédent a été prise par les 7 sages du CSA après avoir longuement auditionné Mathieu Gallet lundi. Le PDG de Radio France avait été condamné le 15 janvier à 1 an de prison avec sursis et 20 000 € d'amende pour avoir favorisé 2 sociétés de conseil lorsqu'il présidait l'INA. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, avait jugé son maintien à la présidence de Radio France inacceptable. Du coup, le Conseil supérieur de l'audiovisuel va devoir désigner un successeur à Mathieu Gallet, mais ce processus prendra plusieurs mois. En attendant, c'est le doyen des administrateurs de Radio France qui va assurer l'intérim à la tête du groupe public, comme le prévoient les statuts du groupe. Il s'agit de Jean-Luc Vergne, 69 ans, ancien DRH de plusieurs grands groupes. Laurent Wauquiez persiste et signe. Le Républicain réitère aujourd'hui son appel à la démission de Gérald Darmanin, le ministre qui est visé par une enquête pour viol. Laurent Wauquiez fait pression en dépit de la fracture au sein de son propre parti. Plusieurs ténors à droite appellent au contraire à respecter la présomption d'innocence. Les crues persistent dans les bassins de la Seine et de la Saône. 11 départements restent en alerte orange aux inondations. De nouveaux débordements sont à craindre à cause de la pluie, notamment en Seine-Maritime. L'islamologue suisse Tariq Ramadan a été placé en garde à vue à la police judiciaire de Paris. Il est interrogé dans le cadre de 2 plaintes pour viol. L'épidémie saisonnière de grippe en France a causé un excès de mortalité de 2850 décès entre le 4 décembre et le 7 janvier. Selon Santé publique France, c'est moins qu'en 2016.
120 battements par minute, grande fresque sur les années SIDA et Au revoir là-haut, adaptation d'un roman sur la Première Guerre mondiale, font partie des favoris pour les Césars, qui récompenseront aussi pour la première fois le film ayant fait le plus d'entrées. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.